Salut, c'est Timothée Adolphe, alias le Guépard Blanc, pour le podcast Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Timothée Adolphe. Timothée est non-voyant, il est vice-champion paralympique du 100 mètres à Tokyo. Avec Timothée, nous avons parlé de ses débuts en athlète et notamment de sa difficulté à trouver un coach qui voulait bien l'entraîner, mais aussi de sa collaboration avec ses guides, de la classification dans les compétitions de para-athlètes et de la période où le Guépard Blanc est devenu un chat noir. Pour info, nous avons enregistré l'épisode début janvier. Bonne écoute. Salut Timothée, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je me demandais comment tu avais vécu l'année 2022 parce que, tu me corriges si je me trompe, mais je pense que les mondiaux ont été annulés, ont reporté. Tout à fait, les mondiaux ont été annulés pour les paras. En ce qui me concerne, moi, c'était un mal pour un bien, parce que j'ai eu une année 2022 un peu compliquée. À mon retour des Jeux, en fait, j'ai breaké un petit peu, j'ai repris fin octobre, début novembre. Et j'ai fait un bon début de préparation et tout est parti en cacahuète à partir de janvier, en fait, parce que j'ai fait un combo fatal, combo Covid plus grippe Ah. qui m'a mis out pour plusieurs semaines en fait. Et du coup, j'ai dû reprendre ma préparation de zéro mi-février. Et j'ai repris progressivement comme les recommandations ont été faites et tout en plus qu'il y a un protocole bien strict à l'INSEP par rapport à la reprise après une infection du Covid qui m'a emmené début avril et quand il a fallu passer un petit peu la vitesse supérieure, c'est qu'à le dire pour un sprinter, j'ai deux tendons d'Achille qui ont commencé à siffler. Du coup, au début, ça allait et je me suis dit, bon, je le prends tout de suite, comme ça, je fais les soins en kiné et ça va le faire. Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai vite compris que non, il allait falloir de nouveau briquer. Et, et voilà, en fait, j'ai pris plusieurs semaines de repos. J'ai essayé de suivre les protocoles de l'INSEP pour revenir au plus vite, sauf que ça prenait pas. En tout cas, mes tendons n'étaient pas très très réceptifs. Du coup, il a fallu attendre fin juillet pour que je sois de nouveau opérationnel. Donc, on va dire que c'était vraiment un mal pour un bien qui soit reporté. Parce que oui, en fait, la grande nouvelle, c'est qu'ils sont pas annulés, ces mondiaux, ils sont reportés en mai 2024. Donc la même année que Paris. C'est ça, 3, 4 mois avant les Jeux, donc ça va être une grosse année où certains, je pense, feront l'impasse, d'autres se serviront de ces mondiaux, je pense, pour aller se tester et avoir une grosse confrontation avant les Jeux. Donc à voir comment ça va se passer. Moi, je pense que j'irai. Ça sera l'opportunité d'avoir une grosse confrontation justement avant les Jeux. Maintenant, on n'y est pas. Il y a quand même d'autres étapes avant, et notamment les mondiaux dès cet été à Oui, Paris cette fois. oui, on va en parler, oui. Maintenant, tu t'entraînes avec Ladji Doucouré et Dimitri Demonière, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis le mois d'août, après 11 ans aux côtés d'Artemon. Donc, c'est un changement pour moi. Et voilà. C'est une collaboration qui a commencé cet été et qui se passe super bien. Donc, je suis super content. Qu'est-ce que tu recherchais quand tu as commencé à t'entraîner avec eux? Le changement, il est venu du fait que j'arrivais à un moment où ça faisait 11 ans que je travaillais avec Artemon et j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de découvrir une autre philosophie aussi d'entraînement. Et surtout, en fait, c'était de pouvoir avoir un entraînement beaucoup plus axé sur la technique, un axe sur lequel j'ai beaucoup de choses, je pense, à améliorer. Et c'est là où je pense que je peux gagner encore. Et c'est sur cet aspect-là qui, je pense, me permettra d'aller chercher le grec qui m'a battu au jeu, sur le 100 mètres notamment. Donc voilà. Et puis après, j'avais besoin, je pense, d'un nouvel élan. On se connaissait trop par cœur, je pense, avec Artemon. On s'est pas du tout quitté en mauvais termes.
On est encore très très régulièrement en contact. On doit aller d'ailleurs manger prochainement ensemble. Donc c'est pas du tout sur un clash humain ou quoi que ce soit. Artemon m'a énormément apporté sur le plan sportif et humain pendant 11 ans. Il a fait de moi une grande partie de ma carrière. Enfin, il a fait toute ma carrière aujourd'hui. Donc je commence un nouveau chapitre et je pense que c'était aussi un nouvel élan pour sortir. On est sur un sport qui, mine de rien, a un aspect très répétitif et très chronophage. Et pour éviter cette lassitude et tout, j'avais besoin d'un regain à 2 ans des Jeux. Et voilà, d'évoluer dans un autre environnement avec d'autres méthodes, avec d'autres personnes. Euh, je pense que c'était aussi une idée dans cette décision, mais la motivation première, c'était vraiment d'avoir quelqu'un beaucoup plus technique euh, par rapport au sprint et une approche aussi du 400 plus axée par le biais du sprint que par le long. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir une autre vision de l'entraînement et le côté vraiment technique de Dimitri, qui est un expert en termes techniques. Et pour Dimitri et Ladji, est-ce que le fait de t'entraîner toi qui vois pas, ça leur a fait peur, c'est peut-être trop fort, mais est-ce qu'ils ont hésité au début? Il y avait des choses sur lesquelles qui pouvaient être qui pouvaient poser question en fait parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et effectivement tu n'entraînes pas exactement un athlète valide et un athlète non voyant de la même façon. Il y a certains exercices à adapter et donc voilà, mais sinon en soi ça n'a pas été un frein dans le début, ça a été dans les discussions de comment on va pouvoir adapter telle ou telle chose, quelle vision eux ils avaient aussi du guidage, mais non, ça a pas été un frein, enfin pas ce que je sache et justement ça permet aussi de revisiter, je pense, leur sport, que ça soit quand t'es guide ou entraîneur, ça te permet aussi un peu de te creuser les méninges pour chercher soit d'autres exercices, soit un exercice quand tu l'as, de le faire de telle ou telle façon différente pour justement le rendre accessible. Donc je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. Mhm. Tu t'entraînes en même temps que les d'autres du groupe ou quand c'est toi, c'est toi? Non, on s'entraîne en même temps. Donc là, Pamela Losange, que tu dois connaître, elle était en stage depuis décembre là en Guadeloupe, mais on se rejoint en Martinique dans 2 jours. Mhm. Donc on va faire le stage ensemble. Sacha, il était en Australie et là, je crois qu'il va être sur un stage France à Tenerife et tout le groupe va se retrouver après ces stages-là. On n'a pas fait le début de saison ensemble avec Sacha parce qu'il a eu une saison qui s'est terminée tard et donc nous on a repris début août alors que lui il était sur cette ferme saison fin au début septembre. Donc on n'était pas exactement sur le même timing, mais sinon oui les entraînements se feront ensemble. Dans le groupe il y a aussi Charles Renard. Donc voilà. Sinon non ça se passe très bien et c'est un peu nouveau aussi pour moi d'être dans un groupe d'entraînement parce que j'étais essentiellement tout seul quand je m'entraînais avec Artemon, enfin quand je dis tout seul, au-delà de mes guides évidemment, mais il y avait pas d'autres athlètes. Enfin pendant 5 ans là, il y avait Trésor Makunda qui est aussi un adversaire, mais sinon non, il y avait pas d'autres athlètes. On n'était pas un groupe en soi, donc c'est nouveau et c'est stimulant aussi. Mhm. Cool. Au début, tu as eu du mal à trouver un coach qui veut bien t'entraîner. D'ailleurs, Exactement. ouais, quand je t'ai entendu en parler, ça m'a un peu fait halluciner parce que même dans les clubs qui disent avoir une section handisport, manifestement, c'est pas si facile que ça. Tu peux nous parler Tout un à fait. peu de ces difficultés au début? En fait, moi, à la base, si tu veux, j'étais un gamin juste qui voulait faire du sport, peu importe lequel. Et avant même de porter mon dévolu sur l'athlé, c'était le basket. Je découvre la NBA à l'âge de 6 ans. J'ai l'âge de découvrir ça à l'époque de Jordan, tout ça, tout ça. Mhm. Et sauf qu'on s'aperçoit vite qu'un gamin qui voit à peine un vingtième, qui est fortement malvoyant, les clubs de basket, ils vont pas prendre le risque parce que ça va être très très compliqué
de pas avoir d'accident parce que autant en jouant avec mes potes sur les playgrounds, on pouvait s'adapter, ils me faisaient des passes avec un rebond au sol ou n'importe quoi. Là, en club, tu joues, c'est des passes aériennes, et ça, je pouvais pas les recevoir. Donc, à partir du moment où tu n'es pas en capacité de faire une réception de passe, c'est compliqué. Donc, voilà. Après, j'ai voulu faire d'autres sports. J'ai voulu tester la natation. Alors, j'ai pas du tout aimé la natation. Aussi parce que je pense que l'entraîneur que j'avais était absolument pas pédagogue et n'aurait jamais dû entraîner des enfants parce que sa méthode, c'était de nous envoyer des ceintures et des planches à la tronche. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour faire kiffer un gosse. J'ai voulu tester du judo, on m'a complètement jeté en me disant que de toute façon on n'était pas formé, qu'il n'y avait pas de place pour les handicapés, que ceci, que cela. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tu apprends que tu as énormément d'entraîneurs qui bandent les yeux à leur judoka parce que le judo, en fait, c'est un sport de sensation et limite quand tu vois, c'est déjà trop tard. Mhm. Et c'est que à l'âge de 10-11 ans que je prends le risque entre guillemets de m'adresser à un club d'athlètes, alors que ça faisait quand même plusieurs années en fait que moi je m'intéressais à l'athlète, que mes parents tous les ans regardaient championnat d'Europe, championnat du monde, les jeux et tout ça. Enfin, c'était le truc de l'été quoi. Et et en fait il y a cette course de démonstration lors des championnats du monde de Séville en 99 où il y a un 200 mètres de non-voyant. Et du haut de mes 10 ans, je dis, ah, c'est facile, moi aussi, je peux le faire. De toute façon, un jour, je serai champion olympique, champion du monde. Enfin, je me la raconte, quoi. Enfin, complètement innocent et naïf. Bon, ça fait rire tout le monde. Et puis, bon, je suis un petit peu têtu. Donc, 3 semaines plus tard, en fait, je vais au forum des assos, comme n'importe quel gamin. Je suis pas très serein parce qu'on m'a quand même plusieurs fois claqué la porte au nez. Donc, bon, je me dis, je vais quand même tester, mais je suis pas confiant quand je demande du coup à Guyancourt, dans les Yvelines. Voilà, je voudrais faire de l'athlé. Et en fait, pour la première fois, on me dit, écoute, il n'y a pas de problème, mon petit bonhomme. Nous, on connaît ni le handicap, ni le handisport, mais viens, on va faire en sorte pour que tu puisses pratiquer comme n'importe quel autre sport. Et c'est là que je me retrouve à faire des courses de haies sans voir les haies, à faire de la longueur sans voir la planche, à faire de la hauteur sans voir la barre. Euh, À l'époque, tu étais malvoyant, c'est ça? J'étais malvoyant, je voyais à peine un vingtième, c'est-à-dire que je voyais un petit peu de l'œil gauche et pas du tout de l'œil droit. Et quand je dis avec un vingtième, en fait, avec la vitesse, je voyais pas les haies et je voyais pas non plus les lignes de couloir. Donc on s'arrangeait. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur des gens pardon, qui voulaient se creuser la tête pour rendre les choses euh, accessibles et adaptables. Et c'est simple, pour le sprint, on s'arrangeait pour que j'ai le couloir 1, parce que la lisse, en fait, vu que c'est plus épais qu'une ligne de couloir, et en fait, ça, j'arrivais à la voir. Et puis le couloir 1, on va dire que ça arrange tout le monde quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a, donc moi, ça m'arrangeait bien, tu vois. Euh, sur les haies, en fait, mon coach mettait des lattes vraiment fluo devant la haie. Ça me permettait, même avec la vitesse, de voir où je devais prendre l'impulsion pour franchir la haie. Sur la longueur, mon entraîneur en fait était un ancien militaire et du coup il avait une écharpe de sauvetage orange fluo. Pareil, il le mettait sur la planche pour que je puisse prendre mon impulsion, savoir où la prendre. Et pour la hauteur, en fait j'allais toucher la barre avant de prendre ma course d'élan et enfin voilà, tu vois. Et c'était tout, c'était juste des adaptations. Il n'y avait pas de question de paralympisme, il y avait pas d'handisport, rien du tout. À l'époque, c'était juste un gamin qui a une différence et qui voulait faire du sport. Sauf que au bout de 2-3 ans, en fait, je déménage et je retrouve pas un club aussi accueillant. Et je ne retrouve pas du tout. Il y a un moment, du coup, je vais poursuivre mes études sur Angers. Et à 15 ans, au début d'année scolaire, je discute avec une éduque et je lui dis, j'ai fait de l'athlé, j'aimerais bien en faire, mais je trouve pas de club. Elle me dit, c'est cool, il y a un club sur Angers qui a une section handisport, je t'emmène mercredi après-midi. Moi, je refais, je me dis, c'est bon, je vais rechausser les pointes et c'est parti. Et en fait, c'est la douche froide parce que j'arrive super confiant pour le coup cet après-midi-là. Et on me dit, va voir l'entraîneur, il est là-bas. Donc j'étais avec son groupe d'athlètes et j'arrive, j'ai dit, voilà, je suis en train de perdre totalement la vue, je voudrais faire de l'athlète, du 100 et du 200, et je voudrais reprendre, sauf que j'ai besoin d'un guide.
Et là, en une phrase, il a tout anéanti. Il m'a dit clairement, oh, j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Wow. Donc déjà, la phrase, elle fait mal, elle est devant tout le monde, donc c'est une grande humiliation pour moi, c'est une grande claque, et donc bah, là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, l'athlète veut pas de moi, bah tant pis, je vais aller voir ailleurs. Et voilà, donc j'ai pleuré un bon coup, je me suis essuyé les yeux, et puis bah, je me suis réfugié un petit peu dans la musique, dans un autre sport qui s'appelle le torbal, qui est un sport qui est spécifique aux déficients visuels pendant 5 6 ans, où j'ai joué d'abord en tant que remplaçant pour l'équipe d'Angers, j'ai été ensuite titulaire, capitaine, j'ai été appelé en équipe de France en 2008. Et puis en fait, c'était un peu un choix par défaut parce que j'avais toujours l'appelé en tête. Et puis en 2011, en fait, un gars de mon groupe de musique avec qui j'étais très ami, au détour d'une conversation, me dit, mais si tu veux reprendre l'athlète, pourquoi tu... Donc c'est un moment de ma vie où je suis revenu sur Paris. Et il me dit, ben, pourquoi tu vas pas à Charletti? En fait, il y a pas mal de déficients visuels qui s'y entraînent, donc bah, t'as rien à perdre, va voir. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris au mot et j'ai débarqué à Charletti un peu les mains dans les poches en demandant à parler au responsable du sport et puis bah, on m'a présenté à Artemon. Et je dis voilà, je vais faire du 100, du 200, j'ai besoin d'un guide et il me dit bah écoute, il me regarde un peu de haut en bas, il m'a dit toi ça sera du 400, 800. Je dis, ouais, c'est un peu long quand même, hein. Mais bon, il me disait pas non. Et donc, il me dit, bah, écoute, demain, moi, je pars au championnat du monde. Les championnats du monde étaient en janvier 2011 parce que c'était à Christchurch en Nouvelle-Zélande, donc Mhm. c'était décalé. Et donc, il me dit, bah, laisse-moi juste le temps des mondiaux et un petit peu de temps pour que je trouve un guide et on commence. Et il a tenu parole parce qu'un mois plus tard, il m'a dit, bah, viens, on commence. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, tout simplement. Mhm. Est-ce que Donc, on a commencé en 2011 et il m'a accompagné jusqu'en juillet 2022. ok. Est-ce que les choses que tu as apprises à l'époque où tu voyais encore un peu, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'aider maintenant? Des choses que quelqu'un qui n'a jamais vu aurait pas pu apprendre? Tu parles athlétiquement parlant? Oui. Alors, pas forcément, parce que moi, j'en ai fait beaucoup en poussin, où t'es beaucoup sur de la découverte et pas trop sur l'aspect technique des choses. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une part d'aide dans le sens où moi j'estime que le fait d'avoir vu de manière générale, pas forcément athlétiquement parlant, vraiment dans la vie en général, le fait d'avoir vu me sert parce qu'on est dans un monde de voyants et au moins quand on parle, je sais de quoi il s'agit. Mm. Maintenant, pour assimiler un geste technique, aujourd'hui, c'est plus long pour quelqu'un qui n'a jamais vu parce qu'il faut déjà que le coach réussisse à me l'expliquer, à me le faire sentir et que j'arrive à le reproduire parce que bah, quand ça passe pas par la vue, ça met plus de temps. Donc, c'est pas toujours évident, mais quel aspect, c'est difficile à quantifier. Si ça m'a vraiment aidé d'avoir vu un petit peu, mais ne serait-ce que sur la représentation de la piste, savoir comment, enfin, me repérer sur la piste, etc. Oui, ça m'a aidé. Maintenant, d'un point de vue technique, je pense beaucoup moins parce que si j'avais perdu la vue un petit peu plus tard et que j'étais passé sur un entraînement où tu es beaucoup plus sur de la technique de course, etc., etc., oui, je pense que ça m'aurait grandement servi. Et de toute façon, en para, tu le vois clairement, la différence technique que tu as sur un non-voyant total et un malvoyant. Donc oui, je pense que clairement, il y a un avantage à y avoir vu. Ouais, je pense à la lanceuse de poids italienne qui avait fait des compétitions chez les valides et qui a perdu la vue après. Et c'est clair Ah, que mais le je fait savais même d'avoir pas, tu vois. Assunta T'es plus au Legnante, je courant que moi. pense. Et elle avait été médaillée chez les valides, je crois. Et c'est clair que Ok, maintenant, bah, elle domine la tête et des épaules parce que bah, elle était lanceuse de poids professionnelle quand elle voyait. Donc, elle a acquis une voilà. technique. Bon, oui. C'est ça. Et tu vois, juste moi dans mes concurrents, bah, le grec qui gagne contre moi à Tokyo, euh, bah, c'est un athlète certes, il est dans la même catégorie que moi, mais lui n'est pas non-voyant, il est malvoyant. Et donc, ça lui permet, bah, ne serait-ce qu'à l'entraînement, on n'a pas les mêmes problématiques. Autant, en fait, bah, moi, j'arrive à l'entraînement, mon guide, il est pas là. C'est très compliqué. On arrive sur une séance un peu bricolage et tout ça. Alors que lui, s'il a pas son guide, c'est
pas grave, à la limite, il va pas faire une séance guidée, mais en soi, il peut s'entraîner. Ouais. Et donc, pour expliquer, donc vous êtes dans la catégorie T11, donc la catégorie des ceux qui voient pas du tout. Alors, c'est non-voyant pour Ouais. donc ceux qui ne voient pas du tout et ceux qui ont un très léger potentiel visuel. Et vous devez courir avec les yeux bandés pour équilibrer les choses. C'est ça, en compétition, on court avec et des patchs oculaires, plus des lunettes opaques, histoire que il n'y ait vraiment pas de triche. Alors ça paraît complètement absurde. Tu te dis déjà, les mecs ne voient rien. Donc déjà, si tu leur mets des patchs, théoriquement, ils sont pas censés voir à travers, mais en plus, il faut les lunettes opaques. Donc, ouais, et on est donc accompagné d'un guide. Mhm. Quel rôle ont joué tes parents dans la pratique du sport? Ils m'ont toujours encouragé, mes parents. Mes parents m'ont élevé d'une façon, d'un point de vue du handicap, bah c'est ok, t'as une différence. Par contre, ça sera pas une excuse et même si au premier abord c'est quelque chose que on se dit ah tu vas pas pouvoir le faire, ben on va trouver une solution pour aménager les choses, pour que tu puisses faire les choses. Donc j'ai grandi avec cette logique-là. Euh, et donc que ce soit pour les tâches du quotidien ou pour le sport, bah c'est pareil en fait. Donc ils m'ont toujours encouragé. Après, bah, quand j'ai repris l'athlé à 21 ans, bon, bah, ils pensaient que c'était voilà, c'était un loisir et bah, tranquille. Sauf que bah, les perfs sont arrivés assez rapidement et ils ont été un peu surpris déjà que ben, j'arrive au championnat du monde au bout de 2 ans. Enfin déjà même pas, je suis au bout de 6 mois de reprise, je suis présélectionné sur les Jeux de Londres. Donc là déjà bon, pas bon. Comment ça se fait? Mais ils prennent pas conscience de l'ampleur tout de suite. C'est quand je fais ma première médaille internationale que là ils disent ah ouais quand même. Mais sinon avant non, je pense qu'ils prenaient pas conscience en fait des enjeux et de ce que ça impliquait. Mhm. Mais par contre, ils m'ont toujours encouragé à faire du sport. Eux-mêmes faisaient du hand avant et tout ça, donc ça, y a pas de problème. Ok. Je pense que tu es l'un des seuls athlètes paralympiques à vivre de ton sport en France. Oui, on est très peu, effectivement. On est quelques-uns, mais alors, je suis pas le seul, mais on est très peu, oui. Et ça te permet de rémunérer tes guides. Exactement. Alors pas à hauteur d'un salaire, mais oui, c'est moi qui ai foutu la merde en France dans le sens où j'ai voulu professionnaliser en fait le rôle du guide parce que faut savoir qu'en fait dans certaines nations, bah, le guide est salarié de la fédération parce qu'on demande à quelqu'un bah, d'avoir une démarche de sportif de haut niveau. Et de toute façon, aujourd'hui, moi, mes guides sont eux-mêmes des sportifs de haut niveau. Quand tu vois que bah, y a Yannick Fonsac-Magdé, Fadel Bellabous, Jeffrey John, enfin, c'est des noms qui sont connus dans l'athlé français. Euh, Yannick, il a fait des médailles Ouais. en international, donc enfin, c'est pas. Alors oui, il est venu à un moment de sa carrière où c'était sur la fin de sa carrière, mais ça reste une tête d'affiche. Après, c'est pas le fait d'aller chercher une tête d'affiche pour avoir une tête d'affiche, c'est que bah, sur 400, quand tu vises 49, il faut un guide qui court au minimum en 47,0, voire 46,5. Et donc, il faut que le gars il soit à l'aise en 46,5 ou en 47,0. Faut pas que ça soit son record en fait. Ouais. Donc forcément, bah, tout de suite, tu dois faire appel à des gars qui sont à un certain niveau. Et en France, on n'en a pas 50 des gars qui sont en 45 et encore tu vois je dis ça alors que c'est une année où alors, c'est pas l'année où on a eu des plus rapides les plus rapides en 2022 mais on a eu une belle densité de gars qui sont descendus sous les 46. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu autant parce qu'on sait qu'on a eu des Leslie et des Marc dans les années 2000 mais en soi ça faisait un moment qu'on n'avait pas autant de mecs en 45. Donc après, c'est ce que j'ai une grosse connerie et tu me corrigeras, mais des gars sous les 47, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et tout, quand tu sais qu'il y a quand même une multitude de critères pour être guide, ben déjà, il faut que le gars il soit intéressé, qu'il soit pas à se dire bah ouais, je fais 45, 46,5. Euh, le problème aujourd'hui en 46,5, c'est que tu dis je peux intégrer le relais 4x4. Ouais.
Et donc, bah, tu es beaucoup plus sur ton projet individuel et tu penses pas forcément être guide à ce moment-là, même si on essaye de leur faire comprendre, bah, en fait, que en étant guide, tu seras peut-être plus gagnant parce que bah, tu vas peut-être faire une médaille en binôme aux Europes, au monde ou aux Jeux. Alors, chose qui est beaucoup moins évidente avec le relais, en sachant qu'en plus, avec le relais, en 46.5 ou en 47.0, tu as de grandes chances d'être remplaçant. Mm. Euh, Il y a aussi le fait bah, que tu bénéficies d'une rémunération, qui est chose pas forcément anodine parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont dans des situations un petit peu compliquées, même en étant en 46.5 ou en 47.0, voire moins. Et c'était le cas d'Yannick, euh, ou même Fadel. Donc voilà, par exemple, là, le deal qu'on a réussi à avoir avec Puma, c'est qu'ils habillent tous les guides. Donc ça leur permet aussi d'avoir un équipementier, Mm. ce qui n'est pas le cas de tous nos athlètes français, même s'il y en a beaucoup qui en ont, évidemment. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir une certaine... alors c'est pas toujours... C'est compliqué au début parce que faut rentrer un petit peu dans le système, faire partie des listes ministérielles et tout ça. Donc faut déjà faire ses preuves avant qu'on puisse te donner quelque chose. Donc c'est un petit peu compliqué sur les débuts pour certains qui ont des situations un peu délicates. Mais des fois, il y a plus à y gagner en termes bah, déjà de partage humain, enfin, d'aventure humaine, et peut-être même financièrement à un certain niveau, d'autant plus que quand tu fais une médaille en tant que guide au jeu, bah, depuis 2012, non seulement c'est reconnu sur ton palmarès, tu as la médaille et tu as aussi la prime qui va avec. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, enfin, après, tu me diras que je suis pas objectif. Forcément, je vais défendre ma paroisse. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, entre une place en relais ou être guide, et ben, le choix, il se discute sérieusement, en fait. Ok. C'était pas le cas avant. Ben non, parce que bah, après, avant, on faisait pas appel non plus à ce genre d'athlète, enfin, en tout cas en France, parce que bah, je suis le premier Français à descendre sous les 51, à viser 49. Donc c'est la première fois qu'on doit faire aussi appel à ces athlètes-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu rémunérer les guides parce qu'on leur demande d'avoir une démarche de haut niveau. Mais il faut leur permettre d'être disponible, il faut leur permettre de vivre parce que bon, bah, c'est bien beau d'être dispo, d'être là sur tous les jours sur la piste, mais il y a un moment, euh, la Fédé ne les paye pas. Bah, il faut bien faire ça. Et c'est grâce à mes partenaires que je peux le faire parce que bah, il y a RTE qui a été le premier partenaire à prendre en compte le fait qu'il y ait des guides et à consacrer une enveloppe financière qui m'est versée, mais qui est consacrée aux guides. Euh, et la nouveauté là en 2022, c'est que bah, chacun de mes deux guides de compétition qui sont Jeffrey Lamy et Bruno Napri ont signé eux-mêmes leur propre partenariat. Jeffrey Lamy avec le groupe Pierce et qui en plus là bénéficie d'une CIP avec la RATP et Bruno Napri qui lui va avoir et qui a signé une CIP avec Air Caraïbes et je crois que c'est en pourparlers pour un contrat d'image aussi. Donc ça c'est nouveau que les guides signent eux-mêmes en direct leur propre contrat d'image en tant que guide. Donc ça c'est plutôt que ça évolue dans le bon sens. Maintenant le problème principal c'est qu'effectivement on n'a pas un réservoir d'athlètes de leur niveau suffisamment important pour trouver des guides facilement. Mm. T'as aussi des guides qui sont là qu'à l'entraînement et pas en compétition. Ouais, c'est le cas d'Éric Condé ou Cédric Philippe qui a été mon guide de compétition et qui, bah, avec l'âge, a vu son rôle un peu modifié, qui a voulu rester dans le projet parce que le projet l'intéressait. C'est vraiment une façon différente de vivre l'athlé parce qu'on s'inscrit vraiment beaucoup moins dans un projet individuel. C'est vraiment un projet d'équipe, surtout quand il y a une équipe qui est construite avec plusieurs guides, ce qui est aussi un peu nouveau, parce que les autres athlètes défi que j'ai, ils ont au grand maximum deux guides, un entraînement, un de compète ou un d'échauffement, un de compète, mais ils s'arrêtent à deux guides. Nous, on a voulu vraiment construire une équipe de manière à ce que je puisse avoir la préparation
la plus riche surtout au plus proche d'une préparation de haut niveau valide. Et donc, le fait d'avoir 4 ou 5 guides permet aux guides, eux, de s'entraîner individuellement pour déjà garder leur niveau, prendre du plaisir en individuel et surtout conserver la marge qu'ils ont sur moi en fait. Parce que si tu fais que du guidage, il y a un moment, tu risques de perdre aussi la marge que tu as. Donc c'est pas en termes de disponibilité, faut réussir à jongler entre les entraînements individuels, les entraînements guidés, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 4 ou 5 guides. Ok. J'ai l'impression, quand je regarde des photos, que tu es souvent à gauche de ton guide. Moi, je suis quasiment à 99% du temps, je suis toujours à gauche. En tout cas, en compétition, c'est à 100%. À l'entraînement, sur certains exercices, on me fait travailler un coup à gauche, un coup à droite pour une question d'équilibre. Euh, Pas systématiquement, mais sur certains exercices techniques, on le fait. Mais sinon, en compétition, je suis toujours à gauche et c'est un peu une enfin, c'est un peu franco-française, hein. Parce que quand tu regardes sur les compétitions, tu as beaucoup de pays qui guident avec l'athlète à droite. Ouais. Et c'est une des rares libertés qu'on nous a encore laissées parce qu'en T11, le règlement, il est plus que strict. Et c'est quoi les avantages d'être à droite ou à gauche? Alors, pour avoir essayé les deux, et moi, pourquoi on ne me verra plus jamais à droite? Parce que les 2 fois où j'ai essayé, on a essayé de me convaincre de me faire guider en me mettant à droite, en me disant, oui, sur 400, tu peux gagner 1 seconde, le guide, il te met en survitesse, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les 2 fois où je l'ai fait, je me suis blessé. Euh, L'avantage d'être sur l'extérieur, c'est que le guide, vu qu'il est à l'intérieur, a priori, on te dirait physiquement, le guide, vu qu'il va plus vite, avec le bras, il peut te mettre en survitesse, blablabla, blablabla. Bon, why not? Peut-être que c'est le cas. Moi, même sur les peu d'entraînements que j'ai fait, j'ai jamais vu vraiment de différence. Maintenant, bon, s'ils le font, c'est qu'ils ont leur raison. Je pense que aussi l'avantage d'avoir un guide à l'intérieur permet au guide d'avoir une marge un peu moins conséquente sur les courses type 200-400. Donc, au lieu d'avoir 2 secondes et demie, voire 3 secondes de marge, elle est réduite parce que du coup, tu fais moins, le guide parcourt un peu moins. Et tu as moins de risque de mordre aussi la ligne intérieure, même si ça arrive quand même parce que la tête enfin, pousse trop sur le guide. Moi, l'intérêt que je vois d'être guidé au contraire à l'intérieur, c'est une facilité sur les virages. C'est plus facile, je pense, d'être contré par le guide en cas du fait de te déporter avec la force centrifuge plutôt que d'essayer de la gérer en étant à l'extérieur, parce que du coup, vu que tu ne vois pas la courbe, c'est compliqué de gérer la force et ton inclinaison. Donc, le fait d'être à l'intérieur, ça fait que le guide te contre directement et c'est beaucoup plus simple à gérer. Enfin, en tout cas, pour moi, pour les virages, c'est essentiellement pour les virages d'ailleurs que je suis à l'intérieur. Ok. Donc voilà. Après, il y a le risque qui est plus important peut-être d'aller moins sur la ligne. Mais voilà, après, ça se gère, c'est du travail, quoi. Ok. J'ai lu le livre que tu as consacré Redouane Tella. Ouais. Et il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu surprise dans le livre. Notamment, j'ai lu que tu prépares des fiches sur tes principaux concurrents. Bon, des fiches, c'est un grand mot. Non, c'est que j'ai une mémoire des chiffres qui est pas mal. Et du coup, c'est vrai que quand on parle d'un adversaire, je sais ce qu'il a fait, quand, où, etc. Donc, j'ai une mémoire un peu des chiffres et des rankings et ça. Donc, oui, je sais généralement, mais non, j'ai pas une fiche particulière. Je suis pas au fond de certains qui affichent leur adversaire sur leur table de nuit pour tous les jours. Non, non, je suis pas à ce point-là. Par contre, il y a à un certain moment, on se connaît très bien et du coup, oui, je sais comment sur 400 telle ou telle personne court, quel schéma de course il a, etc., tout ça. Donc ça, oui, on en parle, mais non, je dirais pas jusqu'à dire que j'ai des fiches. Ok. On va évidemment maintenant parler de ton palmarès quand même. Tes Ok. premières médailles internationales, c'est 2014, c'est ça? Au Pays 2013. de Galles. Ah, ah, Non, mince. 2013, championnat du monde de Lyon, Ah oui, médaille de bronze. évidemment. Évidemment. Bon, Le pire, c'est que j'y étais. J'y étais en plus. Et voilà. oui, Donc comme t'as bénévole. vu ma gamelle
qui m'a permis de conserver ma Non, c'était dans les médaille. coulisses, donc je suis pas sûre d'avoir vu toutes les courses. Je m'occupais de la Ouais, c'était le classification, dernier jour. Ok, mais d'accord. parce qu'en fait, j'allais te parler de 2014 des Europes au Pays de Galles, parce que j'ai aussi Ouais. travaillé pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres. Et je sais qu'à chaque fois Ah, qu'il y a une cool. compétition au Royaume-Uni, c'est quand même quelque chose, l'ambiance pour les Ouais, c'est compétitions grandiose. de para-athlé. Bah, Ouais, c'est pas pareil dans les autres pays. exactement. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment pris une claque en allant à Swansea. Les Europes sont passés dans le stade universitaire de Swansea, donc c'est pas spécialement un gros stade, si tu veux, mais il était, bah, comme souvent au Pays de Galles, il pleuvait sans, sans véhiculer des idées reçues, mais c'était pourtant le cas. Mais le stade était plein en fait tout le temps et déjà bah pour un parathlète français, c'est un peu presque choquant. Tu te dis ah ouais, il y a du monde. Comment ça, on intéresse les gens? Euh, et puis, je fais double champion d'Europe là-bas. Enfin, on passe au JT, on parle de moi au JT, alors qu'en fait, dans les médias en France, ben, il n'y a pas une ligne, en fait. On se dit, mais c'est quoi ce décalage? Enfin, comment ça se fait que ton propre pays ne parle pas de toi, alors que dans les autres, ils te mettent en avant, ils parlent de toi au JT. Enfin, tu te dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc ouais, et puis il y a une vraie ferveur en fait. Les Anglo-Saxons en fait, de manière générale, sont dans un truc où ils sont là pour voir du sport, ils sont là pour voir un show et ils s'en foutent que ce soit des hommes, des femmes, des valides, des handis, ils s'en foutent mais royalement. Eux, ils sont là juste pour le sport et on l'a retrouvé vraiment que ce soit en 2014 ou en 2017, c'était assez grandiose de pouvoir vivre ça. J'ai pas eu la chance de vivre les Jeux de Londres qui devaient être encore plus ouf, Ouais. mais déjà à mon petit niveau, au début de ma carrière, de vivre ces championnats d'Europe, c'était dingue d'avoir un stade, même si c'était un petit stade plein, de pouvoir partager avec le public une victoire et tout ça. Enfin, ils s'en foutent que tu sois pas gallois, que tu sois français, n'importe quoi. Enfin, ils sont contents de partager avec toi en fait, et c'est juste ça qui est. Enfin, c'est là où tu vis vraiment la magie du sport, où tu as vraiment cette notion de partage. Mm. Et ces premières médailles en 2013-2014, elles t'ont confirmé que tu étais fait pour ça? Est-ce que je crois, je suis pas sûr d'avoir eu ne serait-ce qu'à un moment, cette conviction de me dire je suis fait pour ça. C'est plus tard quand j'ai eu je pense qu'on en parlera, cette phase de guet-parlant qui se transforme en chat noir, où j'ai eu plus cette interrogation, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Euh, mais enfin, non, du coup, je me disais, bah, c'est cool, ça se concrétise. L'objectif, c'est les Jeux de Rio. Et, du coup, bah, de toute façon, si tu veux aller faire une médaille aux Jeux, il faut déjà que tu sois médaillé d'abord aux Europes, au monde. Et donc, une médaille au monde dans un premier temps, c'était déjà une première étape. De confirmer aux Europes, bah, c'était cool. Après, l'objectif étant c'était de faire mieux à Doha en 2015. Malheureusement, j'ai été blessé pendant 3 4 mois. Il a même été pendant un moment en question que je n'aille pas aux mondiaux. Donc, j'y suis allé un peu en bricolant pendant un mois, 2 mois, 2 3 mois avant les mondes, mais avec une grosse préparation tronquée, donc on refera de nouveau le bronze. Mais oui, forcément, quand tu fais des bons résultats, ça te donne un élan, en fait. Mm. Et ça te Ouais. donne de la confiance aussi. Mm. Et donc, cette période où le guépard blanc est devenu le chat noir, malheureusement, à une époque, j'ai eu l'impression que les médias français parlaient de toi parce qu'il y avait la malédiction du chat noir et que c'était un peu dommage de voir qu'ils parlaient de toi dans ces moments-là et que, en fait, les moments où tu gagnes, Passer un peu à côté, ouais. ouais, c'est dommage. Qu'est-ce que tu retires de toutes ces disqualifications? Je suppose que tu en as tiré des enseignements, qu'une fois qu'on a fait Mais une en fait, erreur une fois, on ne la refait pas une deuxième. bah ouais, alors ça, effectivement, c'est ce qu'on met souvent en avant parce que sur mon parcours, j'ai pas moins de 8 disqualifications en moins de 10 ans, ce qui fait quand même pas mal. Je pense Surtout que que tu c'est avais des gagné souvent. disqualifications. Mais c'est que, en fait, les 8 disqualifications ne sont uniquement que sur des victoires. Soit en demi, soit en finale et grand majoritairement en finale. Sur les 8, ça doit être 5 finales et 3 demi. Donc, parce qu'il y a il y a la demi du 400 bah, à Tokyo l'année dernière, les 2 demi-finales de Tokyo, de Rio sur 400 et sur 100. Euh,
donc voilà, au final, c'est un peu compliqué. À vivre, c'est extrêmement compliqué parce qu'à chaque fois, sur la piste, tu prouves en fait que c'est toi le numéro un. Ouais, Euh, et c'est en plus des motifs de disqualification qui, à mon sens, pour certaines sont complètement bidons parce que ça change pas la perf. ouais, Quand Yannick, à Londres en 2017, il franchit la ligne euh, parce qu'on s'est pas compris sur le cassé, 3 millièmes avant mon épaule. Mais c'est pas ça qui change ma perf, en fait. En mm, 2018, quand je gagne le 200, de nouveau ici avec Yannick, mais j'ai pas le dossard avant, j'ai tous les autres. J'ai le truc sur les pads, j'ai le truc, j'ai le dossard arrière et tout. Et c'est parce que tu as quatre juges qui n'ont pas fait leur job, et en fait, c'est moi qu'on sanctionne, alors que le règlement, en plus, il me donne raison. Ben, enfin, c'est pas ça qui me permet d'avoir 2 secondes d'avance sur le deuxième, en fait. mm. Parce que je gagnais en 22,71, je disais, mais en 24,64. Enfin, c'est pas parce que j'ai pas mon dossard avant. Et il y a un moment, en fait, je me dis, mais enfin, à qui ça profite, en fait? Pourquoi on cherche pas à valoriser la perf et l'athlète? Pareil sur la disqualification à Tokyo avec Jeffrey. Enfin, le fait que le lien glisse de sa main à 45 centimètres de la ligne, on avait 10 mètres d'avance. Ça change quoi à la course? Après, on me dira, bah, le règlement, c'est le règlement. Donc, bah, je suis d'accord, il y a des règles, elles sont faites pour être respectées. Et voilà, mais il y a un moment, je pense qu'il faut aussi faire preuve de bon sens. C'est compliqué, c'est compliqué, je pense que parce que bah forcément faut qu'il y ait des règles et on peut pas se dire bon bah c'est à l'appréciation uniquement parce que ça ouvrirait aussi d'autres dérives. Mais en plus, en fait c'est compliqué de t'entraîner, de mettre tout cet investissement, de savoir que tu es numéro un et en fait de ne jamais avoir la concrétisation de cette victoire que tu as sur la piste et d'être catalogué comme le mec qui perf en meeting et arrivé en championnat, bah, soi-disant tu te chies dessus, mais en fait, non, tu t'es pas chié dessus. Non, c'est clair. Sur la piste, bah, tu prouves à chaque fois que tu es en forme, que tu gagnes, mais t'as ni la médaille, ni les primes, ni les retombées, t'as rien, en fait. T'as même pas de perf, tu peux même pas dire, ouais, j'ai fait tel chrono, t'as même plus ton chrono. Ouais. Donc, euh, donc c'est ça qui est extrêmement dur, c'est des ascenseurs émotionnels parce que des fois les disqualifications des fois tombent 1 heure après la course. Donc tu as le temps de pleurer dans les bras de tes parents, tu as le temps de faire des interviews et tu dois appeler tout le monde après en disant ah, faut rien diffuser parce que bah, en fait il y a plus de victoire, il y a plus de médaille, il y a plus rien en fait. C'est des pertes de sponsors à certains moments. C'est de la perte de confiance en soi. Mais là où on a réussi à être fort, c'est à chaque fois de se réunir. Pour info, je me suis jamais pris la tête avec le moindre guide pour une disqualification, bien qu'avec certains, humainement, ça se passait pas bien. Et pourtant, on s'est pas pris la tête pour la disqualification. Mais en fait, enfin, c'est tout ça qui est compliqué. Et je pense que là où on a été fort, c'est de réussir à se poser, de discuter pour ne pas reproduire l'erreur une deuxième fois. Et tu vois, bah, 8 disqualifications et au final, ça fait autant de motifs différents à chaque fois. Mm. Mais il y a eu des championnats où tu as été disqualifié sur une épreuve et tu as rebondi le lendemain ou sur le lendemain et sur une autre Bah, distance. c'est le cas à Swansea avec Cédric Philippe bah, qui termine les 2 compétitions à l'époque. Il fait faux départ sur le 100 mètres et on fait double champion d'Europe par la suite. Champion d'Europe dès le lendemain sur 200 et 3 jours plus tard sur 400. À Grosseto, en 2016, je suis médaillé, je gagne le 100 et le 200 avec Gauthier Simounet, je suis disqualifié sur 400 avec Fadel. Euh, je gagne le 100 à Berlin et je suis disqualifié derrière avec Yannick sur le 200. Et à Tokyo, je suis disqualifié sur le 400 avec Jeffrey et on gagne le 100 avec Bruno 2, 3 jours plus tard. Donc c'est aussi un exercice entre guillemets psychologique parce que il y a tellement d'enjeux, les désillusions sont hyper grandes et faut malgré tout réussir à se remobiliser derrière pour rebondir. Et Mm. c'est pas toujours évident parce que il y a un moment en fait que ça devient trop quand ça s'accumule. Tu te dis, enfin, ça va 5 minutes en fait, c'est cool de rebondir, mais ça fatigue quoi. Ouais. Donc voilà, mais bon après ça fait partie de l'histoire et du parcours,
Ouais, bah, Donc les bon, c'est victoires sont comme même ça. encore plus belles, non? Quand tu as gagné en 2019 les mondiaux Ouais. de Dubaï. Ah ouais, c'était ouf. Tu te dis enfin, la spirale, elle est terminée. C'est un ouf de soulagement, mais c'est presque en fait, quand on gagne, maintenant, limite, on a du mal à se réjouir tout de suite parce que il y a tellement de disqualifications qui sont arrivées 45 minutes, 1 heure après. C'est en mode, t'es sûr, il y a rien, j'ai pas mordu, ouais, il y a les dossards, j'ai franchi la ligne avant toi, il n'y a pas eu de problème avec le lien. Et en fait, on a du mal à savourer, à se laisser exploser de joie, en fait, tout de suite. Donc, il y a ce truc-là. Attends, viens, on se réjouit pas tout de suite. Viens, on attend un peu, on attend quelques minutes avant de sortir de la piste, histoire qu'on n'avait pas à dire en zone mixte, ah, c'est cool, on a gagné et tout. Et au final, tu apprends en pleine interview que tu es disqualifié, parce que c'est ce qui nous était arrivé à la télé américaine avec Yannick pour le 200 à Londres, justement où on est champion du monde pendant 45 minutes et en pleine interview pour la télé américaine, en fait, on nous apprend qu'on est disqualifié. Wow. Donc, ouais, c'est des trucs comme ça et ça forge le caractère. Mm. T'as une distance préférée? Celle 200, celle que j'ai Ok. plus. On me l'a supprimé fin 2018, c'est pour ça qu'on me voit maintenant sur 100 et sur 400, qu'on me fait faire le grand écart alors que je suis pas souple du tout. Après, j'ai l'avantage d'être un couteau suisse, donc ça me va bien. Mais ouais, c'était le 200, ma course préférée. Parce que c'est un mix entre le 100 et le 4, que tu as l'aspect technique du 100, que tu as le côté un peu résistant du 2, mais tu as encore les jambes pour sauter partout à la fin d'un 2, alors qu'à la fin d'un 4, tu as juste envie de te coucher par terre. En fait, ils suppriment régulièrement des disciplines dans certaines catégories. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, ils ont ajouté 7 nouvelles catégories. Et en plus, ils ont augmenté de 7% les épreuves féminines. Et vu que les programmes sont pas extensibles, il a fallu en supprimer dans d'autres. Ce que je trouve, moi, dommage d'un point de vue personnel, c'est que le 200 chez nous, il y avait de la densité, il y avait du niveau, il y avait du monde, en fait. Alors certes, ils ont supprimé certaines épreuves où il n'y avait pas grand monde, mais il y a encore plein d'épreuves, en fait. Avant de supprimer la nôtre, qu'aurait pu sauter parce que il y a personne en fait où il y a pas de niveau, il y a pas de concurrence. Enfin, la course guidée, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour moi, je trouve que ça reste spectaculaire, comme ça peut l'être chez les amputés, etc. En fait, il y a un moment, c'est pas méchant, mais faire sauter notre épreuve pour privilégier une épreuve de gens qui sont trop handicapés pour courir normalement, mais pas assez pour être en fauteuil. Et donc, tu les mets sur des tricycles et ça donne des 100 mètres en 40 secondes. Euh, je suis d'accord, il en faut pour tout le monde, mais je suis pas sûr que le public, en fait, soit en mesure de pouvoir apprécier la perf. En fait, tout simplement parce que 100 mètres en 40 secondes, ça parle à personne, en fait. Et c'est la faute de personne, c'est pas la faute du public, c'est pas la faute de ces athlètes-là parce qu'ils donnent leur meilleur, le meilleur d'eux-mêmes. Mais par contre, je suis pas sûr que ça soit télévisuel d'une part et que le public puisse apprécier la perf à sa juste valeur. Donc et, et voilà. Enfin, après, forcément, je vais défendre mon épreuve et tout ça, mais au-delà de ça, il y a pas mal de choses moi qui m'interrogent aussi. Surtout une époque, on parle beaucoup des qualités des sexes, de ceci, de cela. Bon, là, on valorise la femme. Pour le coup, chez les T11, les femmes ont 100, 200, 400, 800, 1500 et je sais pas quelle autre distance, 5000, je crois. Chez les hommes, on a 100, 400, 1500, 5000. Tu Mm. vois, on n'a pas le 2, on n'a pas le 8. Enfin, à un moment, c'est pas très, très équilibré. Dans d'autres disciplines, un coup, tu as le 200, un coup, tu l'as pas. Enfin, il y a un moment, en plus, on t'apprend ça en plein milieu d'une Olympiade. Je trouve que c'est pas hyper réglo sous certains aspects. Ouais. Et sur le processus de classification, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Vous devez parfois être reclassifié quand la Alors moi, j'ai classification pas eu trop change? trop ce problème. J'ai pas eu trop ce problème parce que vu que j'ai des prothèses, Ok. je suis passé en classification. Alors au début, faut savoir, moi, je crois que j'ai eu 2 classifications en tout. Enfin, je suis pas quelqu'un qui stresse trop trop sur ces trucs-là.
J'avais en fait juste une prothèse à l'œil gauche et j'avais mon œil droit. J'avais pas encore de prothèse à l'époque, en 2011. Et du coup, mon œil était très petit, mon œil droit était tout atrophié. Et mon œil gauche paraissait normal. Et du coup, quand je suis arrivé en classification, je leur dis que je vois plus rien. Et le médecin, en fait, n'a pas voulu me croire. Il dit, si, tu vois de l'œil gauche et tout, mais en plus, c'est des classifications qui se font en anglais. J'ai un niveau en anglais, mais pitoyable. D'ailleurs, je suis sur Duolingo parce que je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je m'y mette un jour. Et là, je me suis fixé l'objectif de tenir un interview en anglais pour cet été. Donc, tu vois, j'essaye de me bouger. Mais non, au-delà de ça, du coup, enfin, je suis là, mais de ma gueule, quoi. Bien sûr que je vois pas. Je dis que je vois pas. Et du coup, bah, j'ai fini par retirer ma prothèse et lui mettre dans la main. Je dis, bah, it's my age, tu vois. Ok. Mais, mais sinon, non, après, du coup, j'ai dû repasser peut-être une fois en classif et après, j'ai été reconfirmé parce que sur moi, bah, il y a pas d'évolution possible. Ouais. Mais, mais effectivement, pour beaucoup d'athlètes, c'est un stress particulièrement important, la classification, parce que quand tu passes d'une catégorie à une autre, ça peut tout changer, en fait, ça peut changer ta carrière. Ouais. Donc oui, ça peut avoir des enjeux considérables, et donc ça génère un stress assez important pour certains. Donc ça, c'est indéniable. Mm. On en a parlé au début de l'interview, les prochains mondiaux ont lieu maintenant, on peut dire cette année, en France. Exactement. Je vois que ça te fait plaisir. Ah ouais, de fou. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les motiver à venir regarder? Ben déjà, ça, Charletti, donc c'est un beau stade et je dis pas ça parce que je m'y suis entraîné pendant plusieurs années. Non, mais déjà, tu vois, d'avoir des championnats du monde, des para-championnats du monde à Paris, c'est top. Ça va être un très très gros test avant les Jeux. Il faut avoir conscience que ben en parathlétisme, le niveau il cesse d'augmenter et d'exploser dans plein de catégories et plein de disciplines. Il y a vraiment du spectacle et on a plein d'athlètes. Que ce soit, je pense, j'essaie de te donner des noms, mais Jason Smith ou en T13, l'Irlandais qui a couru sur un tout petit 21 à Londres en 2012, qui est encore là. Il y a le Norvégien qui court sur des 10-40, voire 10-30. En T12, il y a Marcus Reim à la longueur Ouais. qui, ça se trouve, va passer les 9 mètres avant un valide. Oui, possible. Bah, 8,60. J'espère que Dimitri va passer, Pavadé mon pote, va passer les 8 mètres cette année, qu'il ira un peu se frotter justement à Marcus, histoire qu'ils soient un petit peu moins sereins. Mais non, vraiment, il peut y avoir du spectacle. Il y a Arnaud Assoumani aussi, qui est un gars qui répond toujours présent lors des grands rendez-vous. Il y a Mendy François Elie. Sur les autres athlètes internationaux, bah, dans ma caté, évidemment, il y a Gavelas, le grec, avec qui on s'est frité à Tokyo. On est deux à passer sous l'ancien record du monde de David Brown en finale, avec Chikongo qui passe aussi pour la première fois sous les 11 secondes, mais qui est disqualifié. Donc une grosse densité chez les T11. Sur 400 aussi, ça va être une super course avec Descarrega et Silva. Donc il y a plein d'épreuves et du coup, c'est pas. Je pense qu'en plus aujourd'hui, il y a vraiment du niveau et donc ça demande à être découvert. En plus, il y a encore sur des championnats de parathlétisme, il y a encore plus de choses à voir que sur un championnat du monde classique parce qu'en fait, il y a tout le temps des épreuves. Ouais. Donc pas le temps de s'ennuyer. Donc vous en aurez pour votre argent. Oui, et puis Et pour puis le c'est coup, l'occasion de. Vas-y, vas-y. non, j'allais dire, pour le coup, c'est beaucoup mieux que, même si les épreuves de démonstration ont leur utilité, parce que toi, tu en as vu une en 99 à Séville, mais parfois, je sais pas si c'est encore le cas, mais parfois, on voit des épreuves de démonstration où ils mélangent toutes les catégories et où on a C'est l'impression que moins. c'est moins le cas maintenant. Ouais, ça fait un. Alors, si, ça existe toujours. Euh, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins évocateur pour un spectateur parce que c'est compliqué en fait de dire, mais pourquoi en fait le mec
qui arrive dernier, parce que souvent, ces courses-là, elles sont à la table de cotation, du coup, pour savoir qui a gagné. Et du coup, le public, il voit qu'il y a un mec, il arrive quatrième, mais sur le podium, il est premier. Tu te dis, Ouais. mais c'est pas logique. Mm. Et en fait, c'est parce qu'il y a une table de cotation qui fait en fonction de ton handicap et de ta perf, tu vas marquer un nombre de points et il faut un classement en points. Et donc ça, pour le public, c'est un petit peu incompréhensible et enfin, pour être tout à fait honnête, moi, à certains moments, parce que les championnats de France se passent comme ça aussi, c'est à la table de cotation. Et enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certains trucs. Il y a une année, alors c'était pas sur un des France, c'était sur un meeting et on me fait sur 400, je cours contre un IMC qui, je dois faire 51 sur 71, je crois de mémoire. IMC, on va juste te Je dire dois pour les gens qui savent pas, Alors, c'est une IMC, c'est infirmité de motrice l'infirme. cérébrale. Voilà, c'est ça. Et donc, souvent, ça donne des athlètes qui ont des hémiplégies ou une paralysie latérale d'un membre, enfin, ça peut être d'un bras, d'une jambe ou des spasmes ou des trucs comme ça. Donc, Mm. voilà. Et du coup, bah, selon le degré de handicap, ils sont plus ou moins touchés. Il y en a qui sont très peu. Donc, c'est le cas des T38, par exemple. Euh, mais dès que tu arrives sur des KT, T35, 36, ça devient assez important. Et donc, je fais un 400 contre, enfin, il y avait un gars qui était dans ma course, je sais pas, il fait 81, je crois, un truc comme ça, enfin, un chrono, et moi, je suis en 51, 71, je vois. Et en fait, dans le nombre de points, il était devant moi de 2 points. Mais, enfin, il y a un moment, tu te dis, mais il y a 30 secondes d'écart, faut que je fasse quoi, en fait, pour Ouais. gagner, du coup? Je vais pas lui mettre 300 mètres au gars, enfin, il y a un moment, en fait, tu peux pas, c'est compliqué de comparer, en fait. Alors, oui, je comprends qu'on met une table de cotation, mais déjà, pour nous, c'est compliqué à comprendre, mais pour le public, c'est encore pire. Et donc, le fait sur des championnats du monde, en tout cas, il n'y a pas ce problème-là. En plus, en athlée, je pense que, alors oui, il y a beaucoup de catégories, mais il y a une lecture des catégories qui est beaucoup plus simple que dans d'autres parasports comme la natation, où c'est beaucoup moins clair. En athlée, les malvoyants courent avec les malvoyants, les non-voyants avec les non-voyants, les amputés tibiaux sont avec les amputés tibiaux, etc., etc. Donc, la lisibilité des épreuves et des catégories est beaucoup plus claire et c'est beaucoup plus simple pour le spectateur, je pense. Mm. Tu penses qu'il y a possibilité de tricher à la classification? Oui. Clairement, oui. Et moi, je te dis que dans mes adversaires, je sais même ceux qui ont triché. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je t'ai reprise, c'est que je suis dans une catégorie où normalement on est non-voyant, voire très, 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 très malvoyant. Et moi, clairement, je peux t'annoncer que à l'échauffement, t'as des mecs qui sont sans leur guide. Mm. Ils s'échauffent tranquillou, et ils arrivent en chambre d'appel avec leur guide. Donc, c'est pas que t'es très, 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 très malvoyant. Si tu t'échauffes tout seul, c'est que je vois comme plutôt pas mal. Ouais. Parce que sur un échauffement de piste de championnat du monde, il y a du monde, justement. Ouais. Donc, enfin voilà, tu vois, ou des mecs qui se font passer pour des non-voyants et que bah, quand tu t'es à l'hôtel, dans les salles de restaurant et tout ça, tu vois le mec qui se déplace avec son plateau au calme, sans guide, sans rien. Et lui, ils se font un petit peu de notre gueule aussi. Mais après, c'est pas que sur la déficience visuelle. Moi, je te parle de ma caté, mais comme c'était à Londres en 2017. On traverse la piste avec Jeffrey. Il me dit, ah tiens, il y a ton concurrent, Dinong Dong, le chinois, qui te suit du regard et tout. Je dis, non, c'est son guide, Jeff. Non, non, c'est moi qui vois, je te dis, là, c'est l'athlète. On est à 50 mètres de lui, il te suit du regard. Donc si tu me vois à 50 mètres, c'est que t'es pas Ouais. si malvoyant que ça, tu vois. Mm. Donc, voilà, clairement, non, on sait Alors, des fois, c'est pas forcément les athlètes, c'est aussi les fédérations qui magouillent. 1 ou 2 ans avant les Jeux, ça arrive souvent de voir que tu as un gars qui est en T12. Le pays voit que, bon, souvent, il bloque en demi-finale et ils se disent, ah, peut-être en le passant en T11, peut-être que ça passera, on arrivera à faire une médaille. Très clairement, moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Est-ce que, Mais comme il y a de la triche dans d'autres catégories, après, il y a la triche qui peut être sur les fauteuils, qui peut être, on l'a vu pas en athlée, mais dans d'autres sports, sur la au déficience basket, mentale.
Oui. C'est Voilà, Sydney on est 2000, sur je son pense, terme. où la majorité de l'équipe Oui, d'Espagne n'était pas du tout de handicap. voilà. Il y a eu aussi en fauteuil en 2008 sur l'équipe turque, il me semble. Enfin voilà, il y a plein, il y en a eu des triches. Donc oui, bien sûr qu'on peut tricher en classification. Donc Mm. ça, c'est un autre problème. Ouais. C'est pour moi en fait, on a une double problématique. Il y a le dopage classique et il y a cette triche au niveau des classifications. Ouais. En termes de médiatisation, est-ce qu'on entend encore parfois certains commentateurs utiliser des mots qui, tu vas me donner ton avis, mais des mots qui, moi, m'énervent, comme ils ont beaucoup de courage ou des choses comme ça. Ça arrive encore ou tu penses que ça change avec le temps? Moi, je pense que ça évolue depuis quelques années. Je trouve que le discours a quand même beaucoup changé. Euh, on est moins sur du misérabilisme et du sensationnel, parce que c'est vrai qu'avant, on parlait d'un athlète en disant, ah bah lui, vous vous rendez compte, il est là, bah, mais il s'est fait bouffer le bras par un requin, ou ceci, cela. Enfin, ouais, ça va, ok, tu peux parler de son histoire vite fait, mais il y a un moment, le gars, il est là, c'est pour perfer, quoi. Enfin, on est là Mm. pour sa perf. Et donc, parle plus du fait que là, il fait que Reim, il fait 8 m 60 et parle de sa perf, que 8 m 60, même, t'as très peu de valides aujourd'hui qui le font, plutôt que là, enfin, que son histoire. Après, moi, je prenais Reim, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que je, comparer, pareil, là, il y aurait tout un débat à comparer une perf de son longueur de Marcus Reim un 8 m 60 de Reim et un 8 m 60 d'invalide, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. En Mm. valide, euh, bah, le résultat de la longueur, c'est un peu une conjugaison entre la vitesse et la puissance que tu mets à l'impulsion enfin, et puis ouais, évidemment la technique que tu mets. Mais quand tu vois les amputés, il n'y a pas autant de vitesse. C'est surtout comment tu vas maîtriser ta lame. Mm. Dimitri en parlerait 1000 fois mieux que moi, hein, évidemment. Mais du coup, c'est pas tant la vitesse que tu vas mettre sur ta course d'élan et tout ça. Donc, euh, c'est pas les mêmes paramètres. Et c'est pour ça que quand Pistorius disait que ses lames ne lui procuré aucun avantage, enfin, c'était se foutre de la gueule ouvertement du monde. Enfin, il y a un moment, t'es amputé fémoral, mon gars. Enfin, bah non, enfin, on est sur 400, on parle pas de 100 mètres là. Enfin, t'as du lactique, mon gars, sur Ouais. 400 que les autres ont et que tu n'as pas. Alors, oui, sur des lames, tu mets un peu plus de temps à te lancer, mais il y a un moment, t'as pas le lactique, quoi. Mm. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas comparable. On peut essayer de comparer mais tout le temps parce que c'est humain de vouloir comparer en permanence, mais c'est pas exactement pareil. Ça ne retire rien à la perf, hein. Attention, je dis pas que la perf de Marcus Reim, par exemple des 8 m 60 ou des 45 de Pistorius, doivent être repris avec des pincettes parce que bah, c'est des mecs qui ont dominé dans leur catégorie de la tête et des épaules. Mais on peut pas dire que c'est comme un valide en fait. Ça reste des perfs qui sont extrêmement impressionnantes, mais voilà, et je pense qu'il n'y a pas besoin de les comparer pour qu'elles soient valorisées. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, Si, si, mais limpide, limpide. On a bientôt terminé. Je voulais ok. te poser aussi des questions sur où t'en es côté musique. Je suis en train de boucler mon deuxième EP. Il me reste un ou deux morceaux à faire. Là, j'ai breaké depuis quelques temps pour prendre un petit peu de recul, pour savoir un petit peu ce qui me manque à cette EP. Mais j'ai un clip qui va sortir d'ici quelques jours. Ok. Euh, et j'ai attaqué les deux derniers morceaux. Donc voilà, je pense qu'il y aura une sortie de l'EP. Allez, j'aime avancer alors qu'il n'y aura aucune date et tout, mais T'es pas je pense obligé, t'es un pas petit peu obligé. un petit peu avant les mondiaux, Ok. avril ou juin pour faire une comme il faut. Et t'as bossé aussi sur un jeu vidéo accessible? Ouais, ça va sortir avant, j'espère pour mars-avril. C'est un jeu vidéo grand public qui va être accessible euh, à terme à tout type de handicap, mais à sa sortie qui sera en tout cas accessible aux malvoyants et non-voyants. Ok. Donc ça va permettre de ne plus, pour les non-voyants, avoir juste un jeu audio auquel ils ne pouvaient pas partager bah,
ce, ce temps de divertissement avec un voyant et il va pouvoir jouer avec un voyant, et donc leur entourage. Et donc ça, c'est une problématique qu'on avait depuis longtemps, parce que ça va être une première mondiale en termes de jeux mobiles, parce qu'il y a un seul jeu vidéo aujourd'hui qui existe en 100% accessible. C'est Last of Us 2, qui est sorti sur PlayStation il y a, je crois, 2 ans maintenant, sur la 5, la 4, je sais plus. Euh, mais l'accessibilité en termes de jeux vidéo, elle est complètement inexistante. Et du coup, voilà, on avait 4 associés, on a créé une société et une association pour, euh, pour, euh, pour lancer ce premier jeu, en tout cas. Cool. Et Et ma- notre deuxième jeu, puisque tu es à fond sur l'athlé, ça sera un jeu sur les Jeux paralympiques. Cool, cool, cool. La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Moi, ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel, d'où le nom d'athlètes mondiaux. Et sur le podcast, j'ai des athlètes de plein de pays différents. Donc, ma question, c'est de savoir ce que toi, tu préfères dans l'athlète. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, c'est la diversité, en fait. C'est la diversité, la mixité. Et comme tu dis, c'est universel. L'athlète, c'est un sport déjà qui est accessible à tous, à toute personne dans le monde. Euh, on est un des rares sports, je pense, où il y a pas de on fait pas de différence, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes, je trouve. Euh, et il y a plein de perfs de femmes qui sont vraiment, et encore plus aujourd'hui, valorisées à leur juste valeur. Euh, et c'est la diversité des épreuves. Enfin, je trouve que trouver un sport plus complet, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est clair. Donc vraiment, ouais, c'est la diversité, la mixité. Et voilà, t'as certains sports, t'as l'impression ils sont pratiqués que dans une partie du monde et tout. Et l'athlète, tu vois que ça vient de partout, en fait. Et c'est ça que je pense, la richesse de ce sport. Chez les paras aussi, où il y a encore une certaine barrière à cause du coût. Eh ben, on dirait, alors, non, t'as vraiment tout le monde, parce que non, c'est juste que tous les athlètes sont pas équipés de la même façon, et notamment chez les amputés. Maintenant, non, t'as des athlètes, t'as de très grands athlètes qui viennent de tous les continents. Alors, l'Afrique est essentiellement représentée par, je te dirais, l'Angola, la Namibie, euh, les pays, euh, les pays du Maghreb. Euh, il y a pas, toute l'Afrique n'est pas représentée, mais ils ont quand même pas mal de pays qui sont là. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal aussi. Euh, sur le continent américain, bah, évidemment, États-Unis, Canada, Brésil. Et limite, le Brésil est beaucoup plus présent en paraathlétisme qu'en athlète Mm. valide. Euh, Ils ont une grosse délégation de paraathlétisme. L'Argentine, le Mexique. Ouais, d'ailleurs, en valide, je crois qu'il n'y a pas tant de Mexicains que ça, alors Non, c'est qu'en clair. para, il y en a quand même pas. Donc, il y a, ouais, effectivement, il y a même des nations qu'on voit pas spécialement en valide, qu'on voit plus en para. Et donc voilà, mais non, il y a vraiment, il y a pas mal de pays asiatiques aussi. Donc non, c'est vraiment en para aussi, on a effectivement cette richesse au niveau du monde. Maintenant, effectivement, certains sont mieux équipés que d'autres. Ok. Bon, ben, on a terminé. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci à toi. Encore un grand merci à Timothée d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux en taguant Athlètes Mondiaux. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien également disponible dans les notes. À la semaine prochaine!